à tous, installez-vous confortablement. Cette conférence va commencer d'ici quelques instants. Le temps pour moi de vous expliquer le thème de la conférence. Comment l'innovation peut-elle booster la transaction écologique dans l'immobilier? Pour ça, vous voyez, on a évidemment une équipe de choc qui est prête à vous aider, à vous conseiller, à vous expliquer. Et je vais appeler auprès de moi Barbara Kirali, qui est journaliste, et c'est elle, l'animatrice de cette conférence. Je vous demanderai de mettre vos téléphones en silencieux par respect pour la conférence. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Barbara Kirali et je vais animer pendant les 45 prochaines minutes cette conférence qui est dédiée à la manière dont l'innovation peut booster la transition écologique dans l'immobilier. Nous en débattrons avec Thomas Lefebvre, qui est vice-président data et sciences du groupe Aviv. Cette marque réunit notamment Se Loger et Meilleurs Agents. Pierre Leroy, président de la French PropTech. Roselyne Conan, directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement, l'ANIL, et Yann Goinvec, directeur général adjoint de Woodéum. Merci à vous quatre d'être disponibles. On va commencer avec Thomas Lefebvre. Pourquoi avoir voulu débattre de transition énergétique sur ce salon Reims? Bonjour Barbara, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous saviez que le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire représente le poste de consommation d'énergie le plus important en France et surtout est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre en représentant 20% des émissions de CO2 dans le total national derrière le transport. À titre d'illustration, ces 20% correspondent à quoi? Si on devait absorber l'ensemble du CO2 émis par le secteur du bâtiment, on devrait doubler la surface de la forêt française. Donc on comprend assez bien les enjeux qui sont liés à la rénovation des bâtiments et des logements face au réchauffement climatique. Mais rénover nos bâtiments, rénover nos logements, ça ne joue pas uniquement en faveur du climat. Ça répond aussi à des enjeux sociétaux qui sont majeurs, comme le pouvoir d'achat, en réduisant la facture énergétique des Français. Ça va jouer sur l'emploi, en créant des milliers d'emplois sur le secteur de l'énergie, mais aussi ça répond à des enjeux sociétaux majeurs en limitant les difficultés des Français qui ont besoin de se chauffer. Encore 12 millions de Français aujourd'hui ont du mal à se chauffer durant l'hiver. Donc, face à ces enjeux, la législation s'adapte. La fameuse loi climat et résilience a dès aujourd'hui des impacts sur le marché de l'immobilier et c'est l'enjeu d'en discuter aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, Barbara, pourquoi est-ce qu'on parle de transition écologique aujourd'hui? En tant que groupe Aviv, groupe Se Loger et Meilleurs Agents, nous sommes des observateurs privilégiés du marché de l'immobilier. On manipule au quotidien de nombreuses datas et il nous a trouvé intéressant déjà de faire l'état des lieux en fait, de cette transition énergétique. On part d'où? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les impacts? De sensibiliser aussi, mais aussi de célébrer l'innovation autour de ces enjeux. Et donc, quoi de mieux que le Salon Rent pour faire ça aujourd'hui? Alors justement, Roselyne Conan, la réglementation pour préparer l'immobilier à la transition écologique foisonne. Est-ce que vous pouvez commencer par réaliser un état des lieux? Oui, bonjour. Oui, comme on l'évoquait, effectivement, la production de gaz à effet de serre par le bâtiment représente énormément, effectivement, une très très grosse quantité. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, je représente l'ANIL et je représente le réseau des ADIL. Une de nos missions, c'est de faire une veille sur l'ensemble des textes et l'ensemble des dispositifs qui sont à disposition, notamment en matière de transition énergétique et de rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, vous dire que les textes sont nombreux, ça vous les avez suivis. Si on revient un tout petit peu en arrière, donc c'est vrai que la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 avait déjà été précédée de différents éléments, mais depuis 2015, on va dire que ça s'est accéléré. Je ne citerai que la loi énergie-climat de 2019, qu'on a encore bien en tête. On a eu une ordonnance de 2020 qui est peut-être passée un peu plus inaperçue, mais qui traduisait donc des éléments de la réglementation européenne dans le droit français. Et puis la loi climat et résilience de 2020.
sans compter l'ensemble des textes réglementaires qui sont intervenus depuis. Je vous parlerai du DPE, de l'audit énergétique, de mon accompagnateur Rénov', et j'en passe un certain nombre, pour vous dire que cette réglementation, elle est foisonnante. Peut-être planter quelques éléments de décor et vous rappeler que cette fameuse loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, elle a posé déjà pas mal de jalons, pas mal de cadres, et elle a introduit notamment la stratégie nationale bas carbone. Alors qu'est-ce que c'est que cette stratégie nationale ? C'est vraiment la feuille de route pour la France pour lutter contre le changement climatique. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce que matériellement, comment on le traduit ? C'est-à-dire qu'on s'est donné des grands objectifs, des grandes orientations pour que dans tous les secteurs d'activité, on évolue, on s'améliore et que l'on produise effectivement moins de gaz à effet de serre. Donc l'objectif, il a été donné, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on produit comme gaz à effet de serre doit être inférieur à la quantité de gaz à effet de serre que l'on doit pouvoir absorber par les éléments naturels que sont les forêts, les prairies, etc. Donc ça veut dire que il faut arriver matériellement à traduire diminuer cette consommation de gaz à effet de serre, justement en utilisant des matériaux biosourcés, en rénovant les logements, et puis aussi développer l'utilisation des énergies non fossiles dans l'ensemble des systèmes de chauffage. Donc évidemment, il y a beaucoup d'actions à engager et les professionnels de l'immobilier sont parmi les acteurs qui doivent impulser justement l'ensemble de cette dynamique, puisque la rénovation, c'est la rénovation des maisons individuelles qui est déjà le parc le plus touché par la rénovation. On a encore l'ensemble des immeubles en copropriété auxquels il faut s'attaquer. Et donc c'est un sujet qui est vraiment devant nous. Alors, peut-être vous donner quelques éléments d'agenda aussi peut-être sur ces éléments d'état des lieux. Sur le DPE et son impact. Alors, quelques éléments d'agenda pour vous dire que donc cette feuille de route, elle donne des grands éléments. Mais la dernière loi, la loi climat et résilience, a donné aussi des points d'étape sur différents sujets. Et notamment, je vais vous parler de loyers et d'interdiction d'augmenter les loyers et même d'interdiction de louer des logements. Donc cette loi climat et résilience, elle est venue finalement mettre en pratique une disposition qu'on connaissait déjà dans les secteurs d'encadrement. On ne pouvait pas augmenter le loyer pour les logements énergivores. Cette loi, elle est venue l'étendre à l'ensemble du parc à compter donc du 24 août 2022. Mais ça va concerner uniquement les baux qui sont signés, reconduits ou renouvelés. Donc ça veut dire que ça ne va pas avoir un effet immédiat sur les contrats en cours, mais on va attendre soit de signer son bail, soit de le renouveler, soit de le reconduire. Donc finalement, au fur et à mesure, on va avoir un parc avec un loyer qu'on ne pourra plus réviser, augmenter au fur et à mesure du temps. Donc on va bien évidemment avoir des questionnements des bailleurs sur le sujet. Il va falloir les accompagner pour justement sortir ces logements qui sont énergivores. Ça concerne effectivement les logements qui sont des passoires énergétiques. Donc il va falloir accompagner ces bailleurs dans la réalisation de travaux pour faire gagner des notes dans du DPE et avoir donc des logements qui deviennent sobres énergétiquement. Peut-être simplement aussi vous donner quelques dates sur l'audit énergétique qui a fait l'objet d'une petite évolution avec un recentrage sur les maisons individuelles ou les immeubles en monopropriété, où effectivement pour les F et G, donc l'échéance c'était le 1er septembre 2022, finalement il était repoussé au 1er avril 2023. Vous parlez aussi du carnet d'information qui a été remis au goût du jour, donc il sera applicable au 1er janvier 2023. Donc ce carnet d'information, il est là en fait pour faire une cartographie, une photographie du bâti qui va permettre pour les constructions ou les rénovations qui ont une forte ampleur sur la performance énergétique des biens, d'avoir des éléments techniques sur quels matériaux effectivement ont été intégrés dans l'immeuble. Donc ça va permettre, lorsqu'on réalise des travaux avec différentes étapes, d'avoir un suivi. Donc là, on a cette échéance qui arrive et qui est devant nous, 1er janvier donc 2023. Donc ça ne va concerner que les permis de construire et les devis, enfin voilà, les opérations démarrées au 1er janvier 2023. Et puis une autre échéance, le nouvel acteur de la rénovation énergétique,
Mon accompagnateur Rénov', qui entrera, je dirais, dans l'arène des acteurs de l'information et de l'accompagnement sur la rénovation énergétique, au 1er janvier 2023 pour les rénovations globales, et puis après 1er septembre 2023 pour les travaux à 2 gestes qui bénéficient de MaPrimeRénov'. Donc on va avoir effectivement des acteurs préexistants, comme certains opérateurs qui accompagnent déjà les ménages sur la rénovation, mais on a aussi de nouveaux acteurs qui vont se positionner sur le sujet. Donc c'est important aussi de se le rappeler, c'est que voilà, on a des échéances, on a des nouvelles interactions à mettre en place. Comme vous l'avez bien évidemment suivi, l'État a mis en place donc toute une batterie effectivement d'aide nationale avec MaPrimeRénov' pour accompagner à la fois les propriétaires occupants, mais également les bailleurs et les copropriétés dans la réalisation de travaux et leur financement. Et comme vous le disiez très justement, le DPE, puisque le DPE, en fait, il a été mis en place comme un outil qui est central pour arriver à situer le bien quant à son niveau de performance énergétique. Donc c'est vrai, quand on loue ou quand on achète, c'est important de savoir si à terme on aura des factures importantes ou pas d'énergie. Mais ce DPE, il va sanctionner, c'est ça, il va sanctionner les mauvais biens. Le DPE en lui-même, effectivement, c'est pas lui qui, lui, il va faire un constat, c'est-à-dire que tout d'abord, rappelez qu'il y a eu une grande réforme en juillet 2021 qui a permis de faire évoluer le DPE en se basant justement sur des éléments, je dirais, physiques du bâti, le type d'isolation, le type de matériaux, et en s'appuyant sur 5 postes justement pour arriver à qualifier, à donner cette note du DPE. Donc ça, c'est l'outil de mesure du niveau de performance énergétique du bâtiment qui va permettre à terme d'empêcher soit d'augmenter le loyer, puisqu'on va constater que ces logements sont FG par exemple, puisque l'échéance, on a effectivement 2023, et après on a 2025, 2028, 2034, où plus on va avancer dans le temps, plus les bâtiments effectivement vont être impactés par cette interdiction de louer, puisque le logement ne sera plus décent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est qu'on a intégré dans les normes de décence le sujet de la performance énergétique. Je me permets de vous couper et d'avancer. On a des nouveaux outils avec ce carnet d'information du logement, des nouveaux acteurs, l'accompagnateur Rénov', le DPE qui est un outil qui va permettre à la puissance publique de sanctionner. Thomas Lefebvre, en tant qu'observateur du marché, est-ce que vous pouvez faire le point sur l'état du parc qui est mis en vente aujourd'hui? Quelle est la part des logements qui sont proposés sur le marché et qui seront prochainement concernés par une interdiction de mise en location? On a rappelé les dates, 2025, 2028, 2034. Et est-ce qu'un mauvais DPE est synonyme de vente difficile? Alors commençons déjà par une photo. Quel est l'état du parc immobilier français? Si on considère les 30 millions de résidences principales en France, 60% d'entre elles sont énergétiquement parlant moyennes, c'est-à-dire des DPE qui sont D et E. Donc la grosse majorité du parc, c'est des DPE D et E. Ensuite, quand on regarde les logements qui sont considérés comme peu énergivores, donc ça veut dire les DPE A et B, qui sont la cible de cette stratégie bas carbone, ça concerne 2 millions de résidences principales. Et à l'inverse du spectre, le nombre de passoires énergétiques aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, c'est 5 millions de logements. Donc la stratégie développée par l'État vise en priorité ces 5 millions de passoires énergétiques aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Donc ça, c'est l'état du parc à date. Quand on regarde le marché et les mises en vente aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que 15% des annonces qui ont été publiées sur Se Loger en 2022 concernent des passoires énergétiques. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce chiffre est en augmentation significative depuis quelques années. Il y a 2 ans, on avait 10% de passoires énergétiques qui étaient mis en vente. Donc cette augmentation du nombre de passoires mises sur le marché est concrètement une conséquence directe de la loi climat et résilience et de l'agenda qui a été présenté par Madame Conan juste avant. En termes de prix, les acquéreurs, on fait régulièrement des sondages auprès de nos acquéreurs, etc., pour comprendre leur perception. Plus de 90% des acquéreurs identifient le DPE comme un levier de négociation. Donc on a d'un côté de plus en plus d'offres de logements qui concernent des passoires énergétiques, de l'autre des acquéreurs qui identifient le DPE comme un
levier de négociation. Donc vous voyez où je veux en venir. Effectivement, il y a, au contraire d'une valeur verte des logements, plutôt une décote pour les passoires énergétiques qui s'apprécie moins bien que les logements qui sont classés énergétiquement favorables. Ce chiffre, il est de l'ordre aujourd'hui, en 2022, de 7% en moyenne sur le territoire national. Ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, on prend le même logement, les mêmes caractéristiques, la même adresse, le même étage, etc., etc. Si on a un DPE F ou G, ce logement va se vendre 7% moins cher qu'un bien qui est classé D ou E. Et cet écart est évidemment beaucoup plus important si on compare par rapport à des biens qui sont énergétiquement très bons. Pour les maisons, par exemple, si on compare sur les maisons, on a une décote qui va être de l'ordre de 20% entre les passoires énergétiques et les biens qui sont extrêmement bien classés. Si je résume sur le marché de l'ancien, on nous a beaucoup parlé d'émergence de valeurs vertes. Vous, ce que vous observez, c'est que pas forcément de valeur verte, mais en tout cas une décote qui sanctionne les biens les moins bien notés. Je me demandais si c'était vrai partout. Eh bien, vous savez qu'il y a toujours une exception parisienne. À Paris, le parc est tel que, déjà, la moitié du parc parisien a été construit avant les années 45. Donc, structurellement parlant, il y a évidemment plus de passoires énergétiques sur un marché comme Paris. Deuxièmement, le comportement aussi des acquéreurs, des propriétaires est différent à Paris. À Paris, on va avoir des bâtiments haussmanniens, des adresses prestigieuses que les acquéreurs valorisent au-delà de la valeur verte ou de la décote sur les passoires énergétiques. Ce qu'on constate à Paris, c'est qu'il n'y a pas de différence significative sur les passoires énergétiques aujourd'hui. Personnellement, je pense que ça va évoluer, mais aujourd'hui, en tout cas à date, on n'observe pas ça. Alors face à ce constat, Pierre Leroy, comment est-ce que les startups se mobilisent pour accompagner le secteur à faire sa transition? Sur quelle typologie d'innovation planchent les jeunes pousses? Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de tenir cette conférence parce que je pense qu'on est en train d'aborder le sujet qui nous concerne tous, mais c'est le grand défi du secteur. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu avoir encore beaucoup plus de conférences sur le thème. Donc merci effectivement de nous accorder une fenêtre de tir là-dessus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, alors moi je suis effectivement président de French Protect, c'est 250 startups aujourd'hui qui innovent dans le monde du secteur de l'immobilier et du bâtiment. Et je suis d'abord entrepreneur et depuis 2007, je bosse sur le sujet avec mon cher associé de la rénovation énergétique et de comment on va massifier la rénovation énergétique en France. Il y a 15 ans, je peux vous assurer que quand vous abordiez le sujet, on regardait, ouais, c'est super votre truc. Déjà, quand vous posiez la question à n'importe qui, personne ne savait combien il payait d'énergie par mois, parce que l'énergie en France a toujours été très peu chère jusqu'à présent. Et là, 15 ans après, on est au carrefour du thème pour 3 raisons. Un, défi climatique. On en a déjà dit, vous l'avez déjà très bien dit. C'est un secteur qui émet énormément de carbone sur la construction. C'est un secteur qui pèse 43% des déperditions énergétiques en France. C'est monstrueux. Et donc, le défi climatique est évident. Mais bon, ça reste quand même assez abstrait encore pour le vulgus pecum que nous sommes. Le deuxième sujet, c'est le défi énergétique. Malheureusement, notre Vladimir Poutine est sans doute l'homme qui a accéléré le plus la transition énergétique dans le secteur depuis 30 ans. Parce que là, on est au carrefour aussi. Je rappelle juste que là, nous tous dans la salle, notre facture d'énergie va augmenter de 15% dès le 1er janvier. Ça aurait dû être le double, voire le triple, sans le fait que l'État ait mis 45 milliards d'euros pour mettre un bouclier tarifaire et nous éviter le pire. 45 milliards d'euros, ça fait un peu d'argent quand on voit le montant des aides, MaPrimeRénov' et certificat d'économie d'énergie aujourd'hui. Donc on a un vrai sujet. Et puis le troisième sujet, et sans doute le plus important, c'est finalement l'impact que ça a sur le reste à vivre et le confort de vie des gens. On a eu, il y a quelques années, vous le savez tous, pour quelques centimes d'euros sur les litres d'essence, une révolution. Là, quand on regarde les chiffres, la facture logement, eau, énergie a augmenté de 40% sur les 7 dernières années. C'est-à-dire qu'on est dans une trajectoire où le poids et le fait, en plus que la réglementation va nous faire sortir 5 à 6 millions de logements du stock si on ne les rénove pas
disponibles. C'est-à-dire que dans un moment où il est compliqué de se loger, s'il y a 6 millions de logements qui sortent du stock, on va tous moins travailler ici dans la salle, et en plus, on va avoir des difficultés à se loger encore plus qu'avant. Donc tout ça, c'est des faisceaux convergents qui font que c'est un défi où on doit tous s'y mettre, qu'on soit dans la promotion, dans la construction, dans la transaction et dans les startups. Donc pour revenir à la question initiale, je ne perds pas le fil, quelles sont les innovations que les PropTech adressent aujourd'hui sur le marché? Alors il y a énormément de choses sur la rénovation énergétique, mais comme on va réaborder le sujet après, je passe, comme ça je vous fais gagner du temps. Mais il y a 2 actions, il y en a sur le parc existant. Donc, avec énormément d'innovations aujourd'hui qui arrivent sur le marché en se disant finalement comment on rend intelligent des logements existants. Alors beaucoup dans l'IoT, donc tout ce qui est objet connecté. Je vais vous donner un exemple. J'ai une start-up en tête qui s'appelle Ezox. Ezox, c'est une tête thermostatique de radiateur qui peut rendre intelligent un vieux radiateur et tout de suite lui donner une capacité à être piloté. Et donc ça permet d'améliorer la performance finalement d'un système de chauffage ancien et de le rendre nouveau. Ça, c'est un exemple. On va avoir effectivement tout ce qui est plateforme de monitoring. Donc, alors je pense à des data square, par exemple, qui sont des plateformes qui vont permettre de structurer l'information et de comprendre finalement mes usages. Qu'est-ce que je devrais faire de mieux pour économiser mon énergie? On sait qu'un thermostat, c'est 15% d'économie potentielle sur la facture. À l'heure où la facture va augmenter de 15%, on peut peut-être neutraliser les choses. Donc ça, c'est des exemples d'innovation qui sont sur le parc existant. Et puis évidemment, il y a le neuf, qui est un sujet clé, où là, on voit l'émergence, mais mon voisin de gauche en parlera bien mieux que moi, qui émerge très fort sur la construction bois, notamment donc, en matériaux biosourcés. Pourquoi? Parce que la tech dialogue très bien avec la construction bois, puisque le BIM permet de modéliser des choses, permet de gérer de la commande numérique et permet effectivement de dialoguer avec des systèmes industriels. Et le bois est tout trouvé, entre guillemets, pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc voilà un panorama sur le parc existant et sur le parc neuf, sur lesquels les startups sont engagées aujourd'hui. Merci pour cet état des lieux. Pour parler construction bois, donc du coup nous avons autour de la table Yann Goinvec. Woodelum est l'un des champions de la construction bas carbone en France selon le classement 2022 qui a été réalisé par l'association BBCA. La décarbonation de la construction, c'est un enjeu majeur pour le neuf parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui s'applique, c'est la réglementation environnementale 2020. Elle vise à réduire les émissions carbone et aussi à réduire les consommations énergétiques des immeubles neufs. Yann Goinvec, pourquoi est-ce que le bois, qui au final est l'un des matériaux les plus anciens qui existent, réussit la prouesse d'être la pierre angulaire de la construction innovante en 2022 ? Alors effectivement, comme vous venez de le dire, le bois, c'est la plus ancienne innovation en termes de construction, puisque avec ça, c'est le premier matériau que l'homme a utilisé. Et quand on fait des fouilles archéologiques, on continue à retrouver des traces de bois dans les constructions, plus ou moins fossilisées. Il y a une petite dizaine d'années, en 2013, quand j'ai fait mon premier rent à la bourse, j'imaginais pas du tout être ici. Vous parlez de bois, de performance de lead, probablement. Et à l'époque, j'étais directeur marketing d'un gros constructeur immobilier, donc on était très consommateur de lead. Mais alors de bois, pas du tout. Alors le Woodeum, c'est effectivement le pionnier, le leader en France de la construction bas carbone. Le bois, c'est la solution. L'objectif, c'est de construire bas carbone. Et pourquoi est-ce que le bois, c'est la solution ? Tout simplement parce que l'arbre, quand il pousse, il stocke du carbone. On l'a dit tout à l'heure, le carbone qu'on émet, il faut le restocker quelque part. Et on le stocke essentiellement dans les forêts. Pour que vous ayez une idée, 1 mètre cube de bois dans un arbre, c'est à peu près 1 tonne de carbone. Lorsque ce bois, vous l'amenez sur un chantier et que le bois vient remplacer le béton, le bois, il stocke encore à ce moment-là 500 kg de carbone. Alors que le même mètre cube de béton, lui, il a déjà émis 500 kg de carbone. Donc entre les deux, on a une différence d'1 tonne. C'est juste la nature qui nous l'offre. À nous ensuite d'utiliser correctement
cet avantage qu'on a pour limiter au maximum dans l'ensemble des autres intervenants sur la construction l'impact carbone pour arriver à un bâtiment au final bas carbone, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui par rapport à une construction traditionnelle aujourd'hui émet moitié de carbone par rapport à une construction traditionnelle en béton. D'accord ? Donc depuis la création de Woodeum en 2014, on a 2009, pardon, on a réduit de 2014, il y a 9 ans, pardon, on a réduit déjà de moitié l'impact carbone des bâtiments qu'on a construits. Donc l'objectif qu'on s'est fixé maintenant, c'est de pouvoir réduire encore de moitié dans les 10 ans qui viennent. Juste un autre élément que je pourrais vous donner, c'est ce côté innovation. En fait, le matériau qu'on utilise, j'en ai là, c'est ce qu'on appelle du CLT. C'est un matériau qui a été inventé en 1947 par un ingénieur français qui s'appelle Pierre Gauthier. Après, il a commencé à être utilisé dès les années 50 par un architecte qui s'appelle Jean Prouvé. Et puis, au moment des années 90, la filière de production s'est développée, notamment dans le nord de l'Europe et dans l'est de l'Europe, notamment en Allemagne et en Autriche. Et puis, c'est réintroduite en France depuis 2014. On parlait d'innovation tout à l'heure et tu mentionnais le BIM. Effectivement, pour faire du bois et pour faire des immeubles en bois jusqu'à 16 étages, celui qu'on est en train de construire à Lyon ou celui qui a été construit précédemment à Bordeaux, eh ben, ça nécessite une ingénierie très développée. Ça nécessite de développer ce qu'on appelle des ATEX dans notre jargon, c'est-à-dire, si vous voulez, des sortes de brevets qui viennent permettre de faire valider par le CSTB les procédés de construction. Et chez Woodeum, depuis la création de Woodeum, on a une équipe R&D de 3 personnes qui ne font que ça, c'est-à-dire qui ne font que développer et concevoir les nouveaux systèmes de construction autour de ce matériau qui est le CLT pour conserver cette avance technologique et puis ensuite pouvoir la diffuser. Et tu l'as dit également, c'est du full numérique, puisque aujourd'hui, le voile de bois, quand il arrive sur le chantier, il est découpé au millimètre. Ce n'est pas un matériau qui est découpé sur le chantier, il arrive, il est installé. C'est comme du Kapla ou du Lego, c'est un mélange de Kapla et de Lego. C'est vissé avec des vis qui sont grandes comme ça et qui permettent à l'ensemble de tenir. Et c'est complètement autoporteur et c'est aussi solide qu'un immeuble en béton. Juste pour la salle, peut-être préciser que le BIM, c'est la maquette numérique. C'est qu'on ne travaille plus sur papier. Oui, tout à fait. Voilà. Donc intervenir sur le neuf, c'est important, mais le renouvellement urbain, la rénovation de l'existant, c'est aussi l'enjeu majeur pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, car 80% des logements de 2050 existent déjà. Pierre Leroy, est-ce que des startups se développent sur l'accompagnement des ménages sur la rénovation énergétique ? Alors, effectivement, déjà, il y a une grande nouveauté, comme on le disait tout à l'heure, c'est que la rénovation énergétique, c'était pas rentable jusque-là, et ça le devient. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut trouver une réalité économique. Thomas disait tout à l'heure, des cotes entre un bien, on va dire, classé C ou D et un bien, on va dire, classé passoire thermique. En Aquitaine, par exemple, on voit des décotes de 20%. 20%, c'est absolument astronomique, et ça veut dire qu'on peut aller inventer des modèles économiques autour de ça. C'est vrai que les décotes en Ile-de-France, c'est plutôt 5%. Je pense qu'effectivement, il y aura des choses, ça devrait s'amplifier. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une réalité, une vraie possibilité d'aller créer de la valeur sur le sujet. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous, à condition, effectivement, de pouvoir se positionner sur le sujet. Là, sur les innovations qu'on va voir au niveau de la rénovation énergétique, elles sont de plusieurs types. Il y en a beaucoup. En tout cas, il y a des initiatives vraiment sur le financement. Parce que personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais peut-être me faire une petite isolation de comble, j'ai 2-3 heures devant moi ». Personne ne s'engage dans une rénovation énergétique avec joie et bonne humeur. Donc là, c'est souvent d'abord le déclencheur, ça va être « Est-ce que j'ai de l'argent ?»
pour le faire? Est-ce que je vais pouvoir le financer? Est-ce que je suis contraint par la réglementation de le faire? Et donc, on a été très créatif en France. Il y a beaucoup d'argent pour aider à rénover. On a parlé de MPR, MaPrimeRénov'. Il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et puis, il y a tout ce qu'on va appeler le financement du reste à charge. Là, on a des startups, par exemple, comme Miro, qui sont ici présentes, qui vont aider n'importe quel opérateur de la transaction à donner tous ces éléments consolidés à un maître d'ouvrage qui voudrait faire des travaux et se dire à quoi j'ai le droit en fait, pour pouvoir engager des travaux. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on voit des startups qui vont essayer de simplifier au maximum l'expérience de l'investisseur locatif. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a énormément de bailleurs qui veulent se débarrasser de leur logement. OK, mais on en fait quoi? Comment on opère les choses? Et donc là, on a des startups comme Mastéos, par exemple, qui vont essayer de créer un opérateur, comme on dit dans notre jargon, de start-upper full stack. Et donc, ils vont sourcer le bien, ils vont le rénover, ils vont le meubler et ils vont le mettre en location, avec cette volonté effectivement de délivrer quelque chose de clé en main, parce qu'on sait tous que s'engager dans des travaux, c'est galère. Il ne faut pas se mentir. Donc, Un peu comme un marchand de biens. exactement. Digitalisé, mais c'est vraiment ça. Le troisième exemple que j'ai en tête, que je trouve intéressant aussi, c'est à l'heure du zéro artificialisation net, c'est comment finalement on va orienter les choses vers de la densification douce. Et là, on voit des startups qui vont travailler véritablement sur l'amélioration du bien de ma résidence principale, essayer de créer de la valeur autour de ça en faisant une extension, en faisant peut-être un logement complémentaire dans des jardins, puisqu'il y a 9 millions de parcelles dans lesquelles, a priori, en théorie, on peut construire. Et donc, ça permet en même temps d'adresser le sujet de la rénovation énergétique, puisque le projet est un peu plus global. Donc ça, c'est aussi un exemple, je trouve, intéressant. J'en avais un quatrième en tête, mais il reviendra. Voilà. Mais en tout cas, il y a énormément d'initiatives sur le sujet. Et sachez-le, aujourd'hui, la rénovation énergétique, effectivement, c'est un sujet qui est essentiel et dans lequel on va pouvoir créer de la valeur économique. Et c'est, je pense, là l'essentiel pour nos professions. Alors on espère quand même que tous les propriétaires bailleurs ne vont pas vendre leur logement. Il y en a peut-être qui vont faire des travaux, ou en tout cas ceux qui les achèteront en feront. Thomas Lefebvre, on sait que les particuliers réalisent des travaux lors de la mutation du bien, quand ils l'achètent. Comment est-ce que la réglementation va impacter du coup le travail des agents immobiliers? Alors, on en a parlé très concrètement déjà. Le DPE devient un critère de choix. Dans les récents sondages qu'on a pu faire, dans 9 cas sur 10, 9 acquéreurs sur 10 regardent le DPE avant même de faire une visite. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Le DPE devient au même titre que d'autres caractéristiques, le jardin, le garage, etc., devient un vrai critère de choix. Face à ça, on sait que dans le futur, dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus de passoires thermiques sur le marché. Dans 8 cas sur 10, les professionnels de l'immobilier conseillent les acquéreurs pour des travaux de rénovation. Donc on imagine assez bien le rôle de plus en plus important que vont jouer les agents immobiliers pour faire converger acheteurs et vendeurs pour qu'ils se mettent d'accord tout en ayant des objectifs de rénovation énergétique. Donc l'agent immobilier va clairement avoir un rôle pour guider les Français d'accompagnement, de pédagogie, pour faire comprendre la loi, 2, sensibiliser, et 3, guider les gens dans l'identification des travaux qu'ils peuvent faire pour faire gagner de la valeur à leurs biens, mais aussi aider les acquéreurs dans la complexité, mine de rien, des aides qui peuvent exister, financières, dont les Français peuvent bénéficier, parce que ce n'est pas non plus très simple. Maîtriser ces enjeux, fera évidemment la différence demain, sera source de captation de mandats et de faire plus de ventes. Et on le sait, dans un marché où on est quand même parti maintenant dans un nouveau cycle. On était sur des records niveaux de transactions sur les années 2021. On sait que là, avec l'augmentation des taux, la perte de pouvoir d'achat globale, etc., on va quand même avoir un peu moins de transactions. Ça peut être une opportunité de faire la différence et de prendre plus de mandats. Parce que finalement, l'agent immobilier, il a un rôle de réassureur, mais il réassure qui au final? Oui, c'est ça. Quand on regarde en fait les facteurs qui expliquent le choix des particuliers pour faire une transaction avec un agent immobilier, un des 5 facteurs qui ressort le plus, c'est la réassurance. Réassurer les acheteurs, réassurer les vendeurs. Une transaction immobilière est complexe.
on en fait 3 dans sa vie. Ça a une valeur patrimoniale extrêmement importante. Quand on regarde la proportion de l'immobilier dans le budget des gens, dans le patrimoine des gens, c'est extrêmement important. Donc c'est extrêmement stressant et ils ont besoin d'être rassurés. La rénovation énergétique rajoute un nouveau facteur de stress aujourd'hui sur lequel en fait on peut jouer et sur lequel on peut réassurer pour justement guider les gens dans cette rénovation énergétique et pour lutter contre ce dérèglement climatique. Roselyne Conan, vous le disiez lors de la préparation de votre intervention, selon vous, l'enjeu majeur, c'est sur les propriétaires bailleurs. Comment est-ce que les agents immobiliers peuvent-ils les accompagner ? Alors peut-être pour compléter les éléments qui avaient été cités concernant justement cet abandon par les bailleurs quelquefois de leur patrimoine, c'est-à-dire abandon de mise en vente, ils donnent congé pour vente. Nous, on le rencontre aussi puisque notre mission, c'est d'informer les particuliers, mais également les professionnels qui peuvent venir nous solliciter sur les questions du logement. Donc on est de plus en plus sollicités sur des bailleurs qui se posent la question de est-ce que je vais donner congé ? Aujourd'hui, mon bail arrive à échéance et je vois effectivement ce couperet 2023-2025 qui approche. Est-ce que je vais garder mon bien ? Est-ce que je vais le mettre en vente ? Donc c'est vrai que le professionnel de l'immobilier, il est aussi là pour accompagner dans cette prise de décision et peut-être plutôt que de mettre en vente et de donner congé, se poser la question de comment je vais pouvoir conserver ce bien, comment je vais l'améliorer. Alors faire des travaux en milieu occupé, c'est toujours compliqué. Donc il y a des enjeux d'information du locataire, il y a des enjeux de mobilisation des aides. On parlait des aides nationales, mais il y a aussi des aides locales. Nous assurons le recensement justement de l'ensemble des aides qui sont délivrées par les collectivités territoriales aux travaux, pas qu'à la rénovation énergétique, également à l'adaptation. Parce qu'on a aussi des publics qui sont âgés dans ces logements. Et il faut embarquer, au moment de la réalisation des travaux de rénovation énergétique, il faut aussi embarquer l'adaptation. Et c'est vrai qu'il faut boire un petit peu plus grand et arriver à convaincre justement les propriétaires à réaliser ces travaux. Et en tant que professionnel, justement, vous avez la capacité à mobiliser, à informer. Et puis, vous connaissez le tissu d'acteurs aussi, d'artisans qui peuvent intervenir sur les travaux. Donc, il faut arriver à être un peu une sorte de chef d'orchestre pour orienter vers la DIL sur, si vous voulez vous informer sur les différentes aides mobilisables, certaines questions d'urbanisme par exemple, mais également orienter sur les bons financeurs qui vont aussi compléter les financements et les aides locales ou nationales, puisqu'il y a souvent un reste à charge et ça peut être bloquant. Après, on a effectivement des startups qui sont là aussi pour travailler sur le sujet. Donc c'est vrai que je pense que collectivement, on peut faire avancer le sujet. Et c'est vrai que nous, on avait sorti une étude il y a quelques mois. Quels sont les freins et motivations des bailleurs aux travaux ? Et le premier frein qui est identifié par les bailleurs, parce qu'on a interrogé près de 3000 bailleurs, c'est vraiment le financement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant des aides qui existent et ils imaginent au départ financer sur leurs fonds propres les travaux qui souvent est un point de blocage. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment informer, accompagner et collectivement justement arriver à les faire basculer vers cette décision de rénovation énergétique et la voir la plus performante possible. Et les promoteurs immobiliers alors, Yann Gouinvec, est-ce que les promoteurs sont forcément cantonnés à la périphérie ou est-ce qu'ils peuvent intervenir sur la rénovation urbaine ? Les promoteurs, ils ont un avantage formidable, c'est que le DPE des appartements qu'ils livrent, aujourd'hui, il est A ou B. Donc c'est une bonne façon de rénover, c'est de construire. À partir du moment où effectivement l'impact carbone global de la construction, il est faible. Aujourd'hui, les promoteurs, ils ne sont pas cantonnés à la périphérie sur des grands ensembles dans des ZAC, même si c'est important parce que le développement des transports en commun permet de créer ces nouveaux quartiers et de loger des gens dans des conditions qui sont très confortables. Ils peuvent aussi être en centre-ville. Et l'avantage de la construction bois, c'est qu'elle est légère. Le bois, c'est 5 fois plus léger que le béton. Et donc, on peut faire des surélévations. Je ne sais pas si vous savez, mais un immeuble en béton, le dernier étage, la norme est conçue pour qu'il puisse supporter un étage de plus en termes de poids. Un étage de poids de béton, c'est 5 étages en bois. Et aujourd'hui, on a des projets en centre-ville. On est en train de construire... On va démarrer la construction dans les jours qui viennent. Un immeuble au-dessus du périphérique, juste à côté, porte de Brancion, en bois. Et le bois, c'est la seule solution pour faire un immeuble là, parce que la dalle ne pouvait pas porter un immeuble qui soit plus lourd que celui-ci. On a des rénovations
On travaille beaucoup avec la RATP, par exemple, et donc on travaille sur des fonciers de la RATP qui sont des fonciers complexes, parce qu'il faut conserver l'exploitation au niveau du foncier, et pour autant, on peut quand même construire des logements ou des bureaux à cet endroit-là. Et juste, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer à quoi ça ressemble quand même un immeuble en bois. Un immeuble en bois, avant qu'on le construise, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est une belle image d'un bel immeuble. Ici, on n'est pas très loin, on est ici les Moulineaux. Pendant la construction, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, le rez-de-chaussée, on ne le voit pas bien là, mais le rez-de-chaussée est en béton, et tous les étages au-dessus, c'est du bois massif. Et puis, le jour de la livraison, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, le bois, il est caché, c'est devenu le matériau de construction. En dehors des sous-faces, des balcons où on le revoit, en fait, il est caché parce qu'il n'a pas vocation à être vu, il a vraiment vocation à être là pour stocker le carbone. Alors ma dernière question, un peu comme une conclusion, consiste à vous demander, à vous, Roselyne, Pierre, Yann, s'il y avait une solution que vous voudriez voir émerger pour massifier la rénovation énergétique, ce serait laquelle? Une solution publique ou privée? Moi, j'ai retrouvé ma quatrième, donc je prends le micro. Ça tombe bien. Je pense qu'en fait, le marché est très concentré sur effectivement l'aide à la structuration de la demande autour des travaux. Il ne faut pas qu'on en oublie l'offre. Aujourd'hui, les enjeux sont monstrueux et on n'a pas assez d'artisans. On n'a pas assez d'artisans RGE. Il y a des enjeux de formation essentiels, d'attirer des talents, d'attirer des fonds sur cette filière-là. Et donc, il va falloir bien travailler sur les deux aspects parce qu'on peut avoir toutes les aides de la terre, mais si je n'ai pas les artisans pour faire les travaux, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, je pense qu'on ne peut pas décorréler les deux sujets. Et exactement, la partie RH, elle est clé. Et on a de la chance, on est dans le secteur qui attire qui est au cœur des défis et des enjeux. Donc, venez, rejoignez ce secteur immobilier bâtiment. Il y a plein de choses à faire. Roselyne Conan? Alors, moi, ça va être plutôt la pérennisation du financement du service public de l'information sur la rénovation énergétique. Parce que je pense que pour initier un projet, même s'il y a beaucoup d'outils, je pense qu'il faut donner envie, il faut arriver à sécuriser, à donner de la visibilité de manière neutre et objective avant de confier à finalement les réalisateurs du projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se pose la pérennisation du financement de ce service public dont on fait partie. Et je pense que c'est la première marche de l'escalier qu'il faut sécuriser. Alors, je verrais deux choses. La première, c'est dans la même logique de pérennité, c'est la pérennité des normes. On a la RE 2020 qui vient de sortir. Elle est sortie en 2022. Ça veut dire qu'elle a mis longtemps à sortir, justement parce qu'il fallait passer d'une logique qui était une logique thermicienne à une logique globale de l'impact carbone. Et on a là une norme qui est exigeante pour les promoteurs. On le sait, nous on a la chance nativement d'avoir des produits qui sont déjà au niveau 2025, 2028, voire 2031. Donc ça c'est la première chose, c'est cette visibilité sur le long terme. Il faut que cette norme elle s'installe, qu'elle soit prise en compte par tout le monde. Et franchement, chez tous les promoteurs, il y a des grosses équipes qui travaillent en ce moment sur l'innovation pour permettre la construction. La deuxième chose, c'est plus spécifique par rapport à la construction en bois, c'est le développement de la filière. On a une des plus grandes forêts d'Europe. Elle est exploitée, mais pour autant, on n'a pas les usines qui permettent de transformer aujourd'hui, suffisamment d'usines pour transformer aujourd'hui le bois en matériaux de construction. Et donc, l'enjeu, c'est en cours. Il y a beaucoup de développement là-dessus. Il y a des groupes qui s'intéressent à ça. Et donc, effectivement, c'est le développement de l'outil de production et des métiers qui vont avec. Thomas Lefebvre, vous êtes l'observateur du marché. Comment est-ce qu'un groupe comme Aviv innove pour accompagner le secteur dans la transition écologique? Acheter aujourd'hui un bien immobilier en s'endettant sur 25 ans, en fait, ça nous emmène en 2048. Vous me pardonnerez l'approximation. Donc c'est 2 ans avant la date où la France doit atteindre sa neutralité carbone. Donc pour un groupe comme Aviv, agir aujourd'hui pour la transition énergétique, c'est être capable d'aider maintenant les Français à prendre les meilleures décisions possibles dans une démarche soutenable. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer notre rôle de transparence sur le marché de l'immobilier
évidemment en lien très fort avec la transition énergétique, en collectant toutes les données nécessaires, en les modélisant, en les restituant sous forme d'indicateurs qui sont fiables, simples et transparents pour aider chacun à prendre les meilleures décisions possibles et à nous guider, à converger vers un modèle d'économie, de marché de l'immobilier le plus soutenable possible pour répondre à ces enjeux du siècle. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à nos experts pour leur disponibilité et leur clarté. Si vous avez des questions à leur poser, vous pourrez les retrouver sur le stand d'Aviv en D42. Et je vous souhaite à tous un bon salon. Si vous en avez marre des méthodes de prospection traditionnelles toujours plus chronophages qui génèrent de moins en moins de résultats, la stratégie conseiller influent est faite pour vous. Recevez directement sur votre téléphone des demandes d'estimation sur votre secteur. Qualifié par nos soins et transformé en rendez-vous vendeur directement pris dans votre agenda. Tout ce qu'il vous restera à faire sera de vous rendre en rendez-vous vendeur avec votre plus beau sourire. Rendez-vous au stand C66 pour découvrir la stratégie conseiller influent.